Oui, donc s'il y en a qui veulent prendre la parole, monsieur. Il y a une chose qui m'a échappé. Vous avez parlé de paramilitaires. Sont-ils originaires de Galicie? Je crois beaucoup le sont, oui. Parce que qu'est-ce qui est derrière? On les qualifie d'extrême droite, ce qui ne veut strictement rien dire. J'aurais voulu que vous nous expliquiez un peu. Merci. Je pense que alors, je ne sais pas s'ils viennent tous de Galicie. Simplement... Non, il faut non, celui-là marche. C'est celui que j'ai utilisé pendant tout le temps. Oui, mais il ne va pas marcher ici. Là. Bon. Allez-y, maintenant. Alors, je ne peux pas vous dire avec certitude qui sont dans les rangs. Mais la colonne vertébrale du nationalisme ukrainien vient de Galicie. Et je soupçonne que beaucoup de ces gens doivent venir de Galicie. Mais qui est derrière? Eh bien, les Américains sont derrière. Les Américains sont derrière, c'est très clair. Ils ont envoyé quelques 400 mercenaires en Ukraine. Le directeur de la CIA est allé à Kiev. Le vice-président américain est allé à Kiev pour donner du soutien politique, bien sûr, mais peut-être aussi d'autres soutiens. Et pourquoi sont-ils derrière? Eh bien, parce que ils veulent, leur stratégie, c'est d'aggraver la situation et de la rendre la plus insupportable possible. Il suffit de voir les déclarations tant du président par intérim Turchinov que du président élu Poroshenko pour voir qu'à chaque moment, et ils sont bien évidemment tous les deux à fond soutenus par les Américains, ils ont été d'ailleurs reçus à la Maison-Blanche et dans toutes les capitales européennes, tous les deux hommes, et bien sûr Yatsenyuk aussi le Premier ministre, ils auraient pu, au moment du renversement de Yanukovych, ils auraient pu facilement adopter un ton conciliatoire en disant ben voilà, on s'est débarrassé du méchant Yanukovych, mais bien sûr tous les habitants d'Ukraine sont nos citoyens, nous leur voulons du bien, nous voulons naturellement protéger le droit des Russes et ainsi de suite. Ils auraient pu jouer ce rôle-là. En fait, ils ont fait tout le contraire. Un des premiers actes qu'ils ont pris dans la foulée du renversement, je crois le 22 ou le 23 février, c'était d'abolir le statut du russe comme langue officielle du pays. C'était un acte d'agression symbolique absolument incroyable. Turchinov, depuis, le président soi-disant par intérim, autoproclamé, ne cesse de parler de terroristes à l'Est, alors que personne à l'Est n'a employé le terrorisme. Il n'y a jamais eu un acte de terrorisme à l'Est. Et idem pour Poroshenko, le nouveau président. Il dit qu'il faut mettre fin à la sécession par la force. Donc je pense que la politique occidentale, qui est celle aussi du nouveau pouvoir à Kiev, c'est la politique de l'escalade, c'est la politique de l'affrontement et de l'escalade. Ils veulent une guerre civile. Ils veulent une guerre civile, pourquoi? Parce que cela mettrait, dans leur esprit en tout cas, la Russie devant le besoin impératif d'intervenir, d'envoyer des troupes, qui ferait éclater une fois pour toutes toute idée d'un rapprochement entre l'Europe et la Russie. Même si tout le monde en Europe et aux États-Unis dit qu'ils ne vont jamais reconnaître la Crimée, le rattachement de la Crimée, en privé ils disent la Crimée est perdue. Mais si la Russie envoyait des troupes en Ukraine de l'Est, ça serait, je crois, vraiment la fin. Et c'est ce que veulent les Américains. Oui, voilà, j'aurais juste une petite question par rapport à ce que vous disiez, par rapport au but stratégique de la Russie concernant le non-établissement de l'OTAN en Ukraine, et qu'il est atteint, est-ce que ce but stratégique ne trouverait pas une limite si la Crimée, justement, était reconnue par la communauté internationale, et est-ce que, justement, ça n'est pas envisageable pour vous, un jour, de manière à introduire l'OTAN en Ukraine? Voilà ma question. Ça serait la solution logique. Il serait effectivement logique que les puissances occidentales reconnaissent le rattachement de la Crimée pour faire rentrer Kiev ou le reste de l'Ukraine dans l'OTAN. Tout simplement, je constate qu'ils font le contraire.
peut-être qu'ils agissent contre leurs propres intérêts, mais ils disent tous, nous n'allons jamais, Poroshenko l'a dit, l'Europe est formelle, nous n'allons jamais reconnaître le rattachement de la Crimée. Donc aussi longtemps qu'ils refusent de reconnaître le rattachement de la Crimée, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN reste impossible, quitte à envisager une guerre entre l'OTAN et la Russie. Je voudrais revenir, professeur, sur l'affaire géorgienne. Les Russes ont quand même lancé une intervention rapide, efficace, lors de l'affaire de l'Ossétie. Et quelques années après, ça n'a pas empêché Poutine, Medvedev de venir à Paris et d'être grandement reçu. Donc je serais moins sceptique et moins inquiet d'une potentielle intervention militaire de la Russie. D'autant qu'il y a le facteur politique intérieur, où il y a quand même un gros soutien des Russes, à l'égard de la Crimée. Je parle de Russie, de la Grande Russie. Votre idée, c'est donc qu'on va vite oublier la Crimée et on va passer à autre chose, tout comme on a fait pour la Géorgie. Alors, c'est possible, ça semble peu probable pour le moment. Tout d'abord parce que ce n'est plus Medvedev qui est au pouvoir. Les Occidentaux ont caressé l'illusion selon laquelle Medvedev serait plus pro-occidental, mieux disposé à leur égard, etc., que Poutine. L'homme qu'ils détestent, c'est Poutine. L'homme qu'ils ne veulent surtout pas avoir, c'est lui. Et d'ailleurs, on pouvait calibrer assez exactement le déclin de l'image plutôt favorable de la Russie dans les médias occidentaux à partir du moment où Poutine a annoncé sa décision de revenir au pouvoir. Une décision qui est intervenue, si j'ai bonne mémoire, aussi en 2000... là j'ai un truc de mémoire. Non, c'était en 2009, je crois, la décision. En tout cas, au moment où Poutine a dit « oui, je vais être candidat aux élections présidentielles », et tout le monde a compris qu'il se ferait réélire, à ce moment-là, le déclin a recommencé, la mauvaise image a recommencé. Il y avait toutes les histoires de droits de l'homme, d'ONG harcelées, de Pussy Riot et tout cela. Je pense que... Alors, tout est possible en politique. Je ne crois absolument pas au déterminisme. Mais pour le moment, je constate un alignement total des dirigeants européens sur cette politique américaine et notamment sur l'idée de créer cette zone transatlantique, qui bien évidemment n'est pas du tout une sphère d'influence, comme dirait le président Obama. N'est-ce pas? Donc je pense que les dirigeants européens sont déterminés à suivre cette voie, et la meilleure façon de souder cette alliance transatlantique, c'est bien d'avoir une dispute avec la Russie. Il y a un autre élément qui est très important et que je n'ai pas évoqué dans mon intervention. Nous savons tous que le projet européen est un désastre. Que plus personne n'y croit, que dans plusieurs États, y compris ici et en Angleterre, les partis eurosceptiques remportent des victoires, peut-être symboliques, mais enfin des victoires aux européennes et ainsi de suite. On sait que l'euro a amené plusieurs pays au bord du gouffre et au-delà, et ainsi de suite. Et que plus personne ne veut entendre parler de cette Union européenne. Enfin, plus personne. Mais même en France, les sondages montrent que une majorité des Français ont une opinion négative sur l'Union européenne. Eh bien, il faut bien ressouder d'une manière ou d'une autre la cohérence perdue. Il faut trouver une façon, un truc pour refaire l'Europe. Eh bien, ce truc, c'est de faire un épouvantail de la Russie. Parce que la Russie, elle est profilée maintenant, et c'est en partie vrai, par les Européens, comme l'anti-Europe. L'Europe, elle est post-moderne, elle est post-chrétienne, elle est post-nationale, elle est post-historique. Nous avons en Europe le mariage homosexuel, nous avons les transsexuels ou les travestis qui remportent l'Eurovision, n'est-ce pas, qui est mise en avant d'ailleurs, la dame barbue est mise en avant
par le Parlement européen dans un tweet comme une image, comme un symbole de l'Europe tolérante. Je vous signale pour la petite histoire que cet homme travesti en femme a reçu la bénédiction du cardinal Schönborn, le cardinal archevêque de Vienne. Le cardinal archevêque de Vienne a dit Dieu les a créés hommes et femmes, mais enfin tout le monde ne se sent pas hommes et femmes, et nous sommes la religion de la tolérance et de la diversité. Voilà. Donc c'est ça l'Europe, c'est comme ça que l'Europe se conçoit. Et pour renforcer cette image de l'Europe, cette image de soi, comme ayant dépassé le stade de la nation, comme ayant dépassé le stade de l'histoire, de la famille, de la chrétienté évidemment, et tout cela, eh bien, il faut agiter l'épouvantail de la Russie qui, elle, est chrétienne, autoritaire, nationale, historique, et ainsi de suite. Donc c'est une façon de redonner, de redorer un peu le blason européen. Voilà. Je trouve que dans cette affaire, l'attitude de l'Europe est très surprenante, dans la mesure où il semble faire fi de ses intérêts économiques. Oui. Parce que quand on regarde en détail les synergies qui existent ou qui existeraient entre l'Europe occidentale et la Russie sont absolument gigantesques. La Russie a besoin de se moderniser au point de vue industriel et en contrepartie, elle possède des gisements de minerais, de gaz, de pétrole qui sont absolument gigantesques et donc les synergies sont très fortes. Elles sont beaucoup plus fortes que les synergies qui existent ou qui devraient exister entre l'Europe et les États-Unis, puisqu'on est plutôt concurrents dans la plupart des domaines, que ce soit en matière industrielle, scientifique, etc., alors qu'en Russie, la Russie offre des perspectives énormes. Et ce qui me surprend, c'est que les Allemands, qui sont des gens relativement réalistes et qui ont beaucoup à gagner avec la Russie, n'essaient pas de faire prévaloir ce point de vue pour essayer de se rapprocher de la Russie. Alors les intérêts économiques existent, les intérêts, notamment pour l'exportation, existent autant pour la France que pour l'Allemagne. Il est vrai que l'Allemagne exporte beaucoup vers la Russie, mais la France aussi. Et c'est effectivement le paradoxe de la chose, puisque vous savez bien que même la France de François Hollande, ne va pas annuler, n'est-ce pas, la livraison du deuxième Mistral. Le deuxième Mistral qui va s'appeler Sébastopol, pour la petite histoire. Alors, je vous répondrai, je suis bien sûr d'accord avec vous notamment sur l'idée qu'il y a des complémentarités avec la Russie, là où il y a plutôt une concurrence avec les États-Unis. Je suis absolument d'accord avec vous. Je vous dirai deux choses. D'abord, les Allemands vont dire, écoutez, oui, on exporte beaucoup vers la Russie, mais on exporte 20 fois plus vers le reste de l'Union européenne. Et cela est vrai. L'Allemagne exporte plus aux Pays-Bas qu'elle ne n'exporte à la Russie. Et les chiffres pour l'Union européenne tout entière, je viens de les lire, mais j'ai un trou, ils sont quelque chose comme 20 fois plus grands que pour les chiffres pour la Russie. Donc l'argument politique en Allemagne va être, oui, d'accord, on a des intérêts, mais nos intérêts en Europe sont beaucoup plus importants. L'autre élément, c'est que tout cela ne relève absolument pas de la rationalité économique. Ça relève de la plus pure idéologie. Tout comme l'idéologie bolchevique a détruit l'économie russe, mais elle a quand même survécu 70 ans. Tout comme l'idéologie européiste détruit l'économie grecque, espagnole, italienne et autres, et française. Et pourtant, elle est en place. À plusieurs reprises dans l'histoire, l'idéologie prime, hélas, sur le réalisme. Et comme le projet européen et puis le projet atlantiste sont totalement ancrés dans les esprits des dirigeants européens, dans les esprits de cette classe politique unique qui nous gouverne, cette classe unique qui nous gouverne, cette classe unique qui unit droite, soi-disant gauche, mais qui est transversale entre droite et gauche et aussi entre les nations, c'est une classe unique. Eh bien, elle est coexistentielle avec les structures européennes.
Si les structures européennes disparaissent, cette classe unique, elle va disparaître. Donc c'est une question de survie pour cette classe-là. Et tant que cela restera comme ça, eh bien, ils vont continuer avec cette idéologie, même au détriment de l'économie. J'avais une autre question par rapport à la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis du gaz russe notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour les États-Unis de vendre du gaz américain, du gaz de schiste? Parce que comme on n'a pas abordé la question, je voulais savoir. Oui, alors c'est un élément, ceci dit, alors je ne suis absolument pas expert dans les questions énergétiques, mais il me semble que même dans l'hypothèse où on envisage, même dans l'hypothèse où il y aurait beaucoup de gaz de schiste, pour l'exporter, pour le transporter à travers l'Atlantique, c'est quand même une grosse histoire. Il faut 10 ou 20 ans, je crois, pour construire les ports, pour construire les facilités de stockage, etc. Alors que les gazoducs russes sont déjà en place. Donc ça relève un peu du fantasme. Il faut espérer que plutôt tôt que tard, que le réalisme reprend le dessus. L'Allemagne, je parlais tout à l'heure d'idéologie, l'Allemagne est proie à plusieurs idéologies, mais elle est proie aussi à une idéologie, à des fantasmes absolument absurdes sur le plan de l'énergie. Elle va abandonner, comme vous le savez, le nucléaire. Elle fait semblant de croire sincèrement qu'on peut vivre d'éoliennes, qu'on peut rester dans l'ère industrielle en utilisant des méthodes pré-industrielles. Ça me semble un fantasme grotesque. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Européens ont cette haine pour la Russie, parce que c'est un peu comme une mauvaise conscience, n'est-ce pas? La Russie les rappelle en quelque sorte leur mortalité, si je puis dire. En approvisionnant l'Europe en gaz, elle rappelle aux Allemands et aux autres, à ceux qui se font des fantasmes sur les éoliennes et sur d'autres sources d'énergie, qu'en réalité, on ne peut pas vivre dans une économie industrielle sans les hydrocarbures. Et ça les met très en colère. Je parlais tout à l'heure de réalisme. Peut-être que le réalisme va reprendre le dessus. J'étais en Russie il y a moins d'une semaine, et la veille, j'étais à un forum où Poutine est intervenu, et la veille, Poutine avait été en Chine, où il a signé avec la Chine un contrat qui vaut 400 milliards de dollars. Il fallait voir la réaction des dirigeants européens le lendemain. Ils étaient absolument effrayés. Ils ont supplié, ils sont pratiquement tombés à genoux en suppliant la Russie de ne pas couper le gaz à l'Ukraine, pour peur que le gaz n'arrive plus en Europe. C'était assez drôle d'ailleurs. Ce contrat de 400 milliards de dollars sur 30 ans va impliquer, comme l'a dit Poutine à Saint-Pétersbourg, le plus grand chantier au monde, parce que la construction des gazoducs pour exploiter les nouveaux gisements qui vont être utilisés pour la Chine, cela représente des milliers de kilomètres de gazoducs, ce sera le plus grand chantier au monde. Comment? Oui, voilà. Alors effectivement, on voit comment, sur le plan de la réalité, il ne faudrait pas faire comme ça. Et la perspective de voir la Russie, qui est quand même malgré tout un pays européen, se tourner vers la Chine, m'attriste et m'affole. On verra bien comment les choses évoluent. Oui, monsieur. Oui, donc, ma question, c'est un peu une question qui fâche. J'aurais voulu que vous nous précisiez un petit peu la part de chaque religion et d'un petit peu une guerre sainte qui semble s'établir. Donc on critique Poutine de faire de la guerre sainte contre les musulmans. Après on entend la même chose du côté sioniste. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se croisent. Et moi personnellement, je suis un petit peu paumé. Et j'aurais voulu que vous nous disiez si, quelque part, en fait, il y a des interconnexions ou s'il y a quelque chose de supra-étatique religieux sur ce conflit de l'Ukraine, mais de la Russie en général, qui n'est pas un conflit, mais qui est un... Non, le seul élément religieux en Ukraine, c'est la division entre catholiques et orthodoxes.
voilà, grec catholique et orthodoxe. Il faut savoir que cette division, qui, je répète, cela concerne la Galicie, essentiellement la Galicie, exclusivement en fait, d'un point de vue historique. La Galicie autrichienne qui, à la fin du XVIe siècle, a signé le fameux accord de Brest, selon lequel les églises conservent le rite byzantin, le rite donc orthodoxe, mais rentrent dans l'hiérarchie catholique. Cela est une plaie ouverte en Ukraine, une plaie ouverte des deux côtés. Les orthodoxes regardent ces catholiques, ces uniates, comme des traîtres. Ils ressentent ça comme une trahison. Et les catholiques, les uniates, détestent les orthodoxes. Donc les sentiments sont très remontés des deux côtés. Et puis se rajoute à cela un schisme à l'intérieur de l'Église orthodoxe en Ukraine, car il y a quelques années, un évêque orthodoxe, c'est-à-dire de l'Église orthodoxe russe, a fait schisme et a dit « Moi je suis le patriarche de Kiev et de toutes les Russies ». Et donc il a créé son église à lui, qui n'est reconnue par aucune autre église orthodoxe au monde. Donc c'est ça la situation religieuse en Ukraine. C'est-à-dire que le problème politique fondamental, qui est celui de la Galicie, se reproduit aussi sur le plan religieux. D'accord, mais en Europe, aujourd'hui, c'est le gouvernement français nous pousse à faire de l'anti-catholicisme primaire. Et on a l'impression donc on a la Russie blanche catholique et de l'autre côté donc les... Micro, pardon, micro. Donc l'impression qu'on a la Russie catholique d'un côté qui défend donc cette religion, orthodoxe, oui, mais bon, dans l'esprit des gens, c'est vrai que ils font pas la différence entre les deux. Et les États-Unis qui seraient peut-être plus sionistes. Là-dessus se mêle aussi le problème de l'islamisme qui grandit. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'amalgame qui est fait en France, mais qui se répercute sur tous ces conflits-là. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais quand on voit tout ce qu'on entend en fait, quand on lit plus exactement dans les médias et dans les Facebook, etc., dès qu'on parle de Russie, la religion vient de suite en premier lieu. Et je trouve ça un petit peu étonnant, et c'est vrai que c'est un peu opaque. Ben, si je vous comprends bien, ça fait partie... Le fait qu'il y a effectivement en Russie actuellement et depuis 20 ans un très grand renouveau de la pratique religieuse. Il y a quelque chose comme 30 000 nouvelles églises en Russie depuis 20 ans. À Moscou, en 91, il y avait, je crois, une vingtaine d'églises qui étaient ouvertes. Il y en a maintenant plusieurs milliers. Alors la pratique religieuse reste relativement basse par rapport à certains autres pays orthodoxes. Elle est beaucoup plus élevée, par exemple, je crois, en Ukraine, en Serbie, en Roumanie et dans d'autres pays. Mais la tendance est incroyable. La tendance est celle d'une hausse assez spectaculaire dans la pratique religieuse. Et ce qui est peut-être plus important encore est le fait que l'Église orthodoxe a une certaine présence dans la vie publique en Russie. Le patriarche est souvent convoqué à des grandes cérémonies de l'État. Poutine lui-même est croyant, tout comme Medvedev l'était. Et de manière générale, Poutine, depuis quelques mois, depuis au moins le mois de septembre dernier, met en avant cet aspect-là de la Russie en disant il a dit par exemple en septembre que l'une des menaces qui pesaient sur la Russie était celle de l'abandon par l'Europe occidentale des valeurs chrétiennes. Et il a prononcé une phrase extraordinaire. Il a dit, en Europe, on met tout sur un pied d'égalité. On met les mariages homosexuels, enfin les couples homosexuels sur le même
sur un pied d'égalité avec un vrai mariage. On met ceci et cela sur un pied d'égalité. Il dit, et on met même sur un pied d'égalité la foi en Dieu et la foi en Satan. Il n'y a pas un seul dirigeant européen, ou américain peut-être, mais un seul dirigeant européen qui s'exprimerait dans ces termes-là. Et naturellement, tout cela est un torchon rouge pour l'Europe qui se veut post-chrétienne. Cela est considéré comme un grand bond en arrière de la part de la Russie. Et voilà. Oui, bonsoir. C'est juste un petit témoignage. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une émission à la radio RCF, Radio Chrétienne Française, sur la crise en Ukraine. Et il y avait une dame, je ne me souviens plus son nom, elle est des parlements européens, donc elle répondait aux questions des auditeurs. Et à un moment donné, il parlait justement de l'Ukraine, qu'elle voudrait adhérer à l'Union européenne, il voudrait être un peu plus libre, comme la Pologne. Et voilà, depuis 10 ans, voilà, maintenant les Polonais sont libres, peuvent circuler, voilà. Et donc là, je ne pouvais pas écouter ça, parce que je suis d'origine polonaise, et mes parents d'Ukraine, justement de Lvov. Et donc j'ai intervenu, j'ai eu la chance, et donc je dis, écoutez, je voudrais parler de la Pologne aujourd'hui. Certes, depuis 10 ans, elle est dans l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'elle a apporté? Il y a beaucoup de zones franches en Pologne. Donc, toutes les zones franches, il y a des sociétés étrangères, européennes, qui se sont implantées, qui pendant 10 ans ne payent pas des taxes, des impôts, et après 10 ans, ils ferment la société, ils changent du nom, donc tous les bénéfices, tous les profits vont à l'extérieur. Donc, il n'y a rien qui reste en Pologne. Seulement, les pauvres ouvriers polonais sont exploités, ils sont payés des misères. Après, deuxièmement, j'ai dit, voilà, donc la démographie en Pologne a chuté énormément. Toute la jeunesse de la Pologne est partie dans l'Europe. Toutes les jeunes femmes polonaises font les enfants ailleurs, mais pas en Pologne. Voilà, donc voilà. J'ai dit, alors qu'est-ce que ça a apporté? Des routes, des nouvelles routes, l'autoroute, pour aller en haut, ça sert à quoi? J'ai dit, aujourd'hui, il y a une crise en Europe. Donc il y a une crise financière. Et en plus, qu'est-ce que ça donnait? Liberté sexuelle, et donc voilà. Et ainsi de suite. Donc je dis, aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas besoin de l'Europe-là. Cette Europe n'a donné rien à l'Ukraine. Voilà. Je dis, mais bien sûr, qui a l'intérêt? Et je dis, c'est USA, c'est les Américains. Ils sont déjà en Pologne, il y a l'OTAN, voilà, des bases américaines en Pologne, c'est ce qu'ils veulent, c'est aller en Ukraine. Bien sûr, ils m'ont coupé, ils m'ont dit que c'est parano et tout ce que j'ai dit, et voilà. Votre témoignage est très important. D'ailleurs, il a été confirmé par les Ukrainiens qui ont été interviewés au moment de l'éclatement de la crise, où on a bien compris pourquoi ils voulaient, ceux qui voulaient adhérer à l'Europe, pourquoi ils voulaient adhérer à l'Europe. Eh bien, ils voulaient adhérer à l'Europe puisqu'ils voulaient quitter l'Ukraine. Ils voulaient s'en aller, puisque le pays est dans une misère telle que leur seule perspective, c'est de partir. Beaucoup vont en Pologne d'ailleurs, beaucoup de Galiciens, beaucoup vont en Russie, d'autres vont en Galicie pour ramasser des fraises, les Polonais viennent en Angleterre pour ramasser les fraises en Angleterre, enfin c'est vraiment le monde à l'envers. Donc moi j'aurais voulu réagir sur la vision un peu chevaleresque de la Russie chrétienne qui va venir secourir l'Europe occidentale. Ça me semble un peu biaisé. Si on prend Moscou, aujourd'hui c'est une ville multiethnique. Déjà la Russie, il y a 20% de musulmans en Russie. C'est historique, c'est dû aux Tatars. Voilà. Ce sont des peuples turco-mongols, type touranien. Voilà. Ces gens-là en Russie ont une démographie importante et les accords dont vous nous parliez tout à l'heure sur le libre-échange stipulent également, si je ne me trompe pas, la libre circulation dans ce grand espace, comme en Europe, de ces populations qui vont bien sûr venir s'installer massivement en Russie et à Moscou, qui est une ville multiethnique. Donc l'avenir, ils ont en fait pour moi tout simplement 20 ans de retard, voilà. On verra dans 20 ans si M. Poutine arrive à relancer la natalité chez les Russes et pas chez les immigrés. Ensuite, sur les nationalistes ukrainiens, non, ils ne sont pas tous issus de Galicie. Ça c'est faux, j'en connais, ce n'est pas le cas. Et ce ne sont pas tous des extrémistes.
La vidéo dont vous parliez avec les gens, c'est terrible, qui ont brûlé dans le bâtiment. Il y a également d'autres vidéos où on voit aussi des gens venir les aider. Donc la vérité sur ce qui se passe là-bas est très compliquée, puisque tous les médias font feu. Par contre, je valide totalement le fait que les Américains font leur petit jeu pour mener leur bordel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci de cette intervention. Je n'ai absolument pas dit que la Russie allait sauver ou réchristianiser l'Europe. Léon Blois a dit qu'il espérait dans le Saint-Esprit et dans les Cosaques. Ce n'est pas du tout mon sentiment. Je pense que pour se sauver, l'Europe, si l'Europe va être sauvée, ce n'est que par elle-même qu'elle sera sauvée. Mais néanmoins, il est indéniable que la tendance en Russie va dans le sens d'une réchristianisation de la société. Je répète, la pratique religieuse est basse en Russie, mais la tendance est le contraire de celle que nous observons en Europe. La natalité russe a été inversée. Les chiffres démographiques sont plutôt bons en Russie, et pas seulement à cause de l'immigration. Donc c'est déjà fait. Il y a des primes considérables qui sont de l'ordre de plusieurs milliers. On reçoit 9 000 $ par exemple pour son deuxième enfant. Donc c'est assez considérable. Et tout cela a déjà porté ses fruits. La courbe démographique a été inversée. Je suis d'accord que pas tout le monde... vous avez tout à fait raison de me corriger sur la Galicie. Je me suis mal exprimé. Je ne voulais pas dire que tous les nationalistes ukrainiens sont galiciens. Je voulais dire que la Galicie a une forme particulière du nationalisme ukrainien qui néanmoins constitue la colonne vertébrale du nouveau pouvoir à Kiev. Et de même pour les extrémistes. Oui, bien sûr, ils ne sont pas tous extrémistes. Mais ça, c'est l'argument de nos médias, du Monde et des autres médias, qui ont été bien obligés, après quelques semaines, d'admettre qu'il y a dans les rangs de l'opposition, de l'ancienne opposition, de l'actuel pouvoir, des néo-nazis, des gens issus de la vraie extrême droite. Mais ils ont toujours aménagé la chose en disant « oui, oui, d'accord, il y en a, mais enfin bon, c'est pas important ». Moi, je considère que même si ces gens sont effectivement minoritaires, bien évidemment, ils sont minoritaires, néanmoins, leur rôle est absolument décisif. Et cela est vrai en Ukraine, tout comme cela est vrai dans toutes les révolutions. Thomas Carlyle dit « les révolutions sont conçues par les idéalistes, mises en application par des fanatiques ou par les extrémistes, et puis volées par des voyous. » Eh bien, ce schéma, on le voit très clairement en Ukraine. Conçu par des idéalistes, mise en application par des extrémistes de Pravy Sector, et puis volé par un voyou qui s'appelle Poroshenko, qui est un oligarque, tout comme les autres, le nouveau président. Donc oui, peut-être que les gens ont essayé d'aider les autres, enfin, je ne sais pas qui ils étaient, mais je veux bien croire qu'il y a des Ukrainiens qui ne veulent pas brûler à mort des Russes, ça je veux bien le croire, mais néanmoins, le rôle de cette minorité très extrémiste et violente reste pour moi décisive dans l'état actuel des choses en Ukraine. Je suis là par pur hasard. Ma chère, très chère amie française, russe aussi, m'a invitée ici, je suis première fois ici, et je me félicite. Je me félicite d'être là parce que j'ai entendu première fois dans tous les mois qui ont commencé depuis janvier, même avant, j'ai entendu première fois voix humaine. Merci monsieur. Enfin, j'ai entendu quelque chose en français, bon français, voix humaine. Parce que dans cette hystérie, dans cette insulte, humiliation de la Russie, qui était comme la guerre, comme le cercle de feu autour de la Russie, c'était insupportable. Je vis en France déjà 22 ans. J'ai voulu rentrer en Russie, mais mes enfants, par mariage, on était français, moi aussi, je suis française, mais je suis russe, vraiment. Et tout ce que dit le monsieur, c'était analyse très nette, très simple,
très intelligent et très exact. Je peux faire comme témoignage vivant. Je suis né, avant nous étions dans l'URSS. C'était un pays dans lequel j'ai grandi près de mer Noire. On ne savait pas d'Ukraine, juifs, russes. On était tous comme en commun. Je suis né dans Galicie, dans Lvov. Bonjour madame. Dans Lvov. J'ai reçu une éducation supérieure dans Lvov, dans le conservatoire. Je suis professeur de piano. J'ai grandi près de mer Noire, Odessa, Sébastopol, c'est mes villes que je connais bien. Ça veut dire que j'ai grandi dans l'Ukraine. Je répète, mon père et ma mère, purs russes. Ils sont nés dans Voronezh, c'est le cœur de la Russie. Et tout ce qui arrive maintenant, pour nous, c'est déchirant. C'est blessures posées dans chaque famille. Moitié vit dans la Russie, moitié dans l'Ukraine. Et ça nous déchire. Déchire parce qu'on voit que les États-Unis font quelque chose exprès. Je ne suis pas très grand économiste, politologue, etc. Je laisse pour ce monsieur qui est bien sûr bien titulé. Mais au niveau de vie quotidienne, on voit que quelqu'un pousse et veut écraser notre cher pays. Voilà. Et pour finir ça, j'ai encore merci énormément, monsieur. Vous étiez très honnête avec des facts, avec des données, avec des situations. J'espère avec tout mon cœur que quelque chose va normaliser. Je ne sais pas. Спасибо, господин. Moi, я госпожа. Спасибо, госпожа. Je voudrais faire deux courtes remarques. Ça marche, ça? Oui, ça marche. Je voudrais faire deux courtes remarques. La première sur l'emploi du mot nationaliste à propos des gens de la Galicie, enfin bref, de Kiev, des pro-européens. Je veux remarquer que l'emploi du mot nationaliste a eu un glissement sémantique dans nos pays depuis un certain temps. Il est mal vu d'être nationaliste et ça m'embête bien, parce que je me prétends nationaliste. J'ai toujours soutenu les nationalistes en lutte, qu'ils fussent algériens ou ce que vous voudrez, ou vietnamiens, comme je soutiens parfaitement, au moins de cœur, les nationalistes palestiniens. Pour moi, nationalisme, ça veut simplement dire défendre sa nation, et c'est tout à fait honnête et respectable. Ce qui se passe, c'est que, de fil en aiguille, on confond dans les médias, d'une manière systématique, on confond nationalisme et impérialisme. Alors, je condamne tout à fait l'impérialisme, mais je revendique le droit de pouvoir défendre ma nation, comme tous les gens sérieux ont défendu leur nation jusqu'à maintenant. Ça, c'était la première remarque. Donc, ne pas galvauder le mot nationalisme et se faire ainsi l'écho de notre presse qui appelle les nationalistes, enfin bref, ceux qui s'opposent finalement au mondialisme et à l'impérialisme en définitive. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, concernant les religions, puisqu'on en a pas mal parlé, du catholicisme, de l'islam, je remarque tout de même que les pays qui s'opposent à la Russie, ces pays qui construisent le mondialisme, semblent, eux, liés à une religion dont il ne faut pas faire un tabou. Je pense que les États-Unis et nous, la France, etc., nous gagnerions, après la séparation de l'Église et de l'État, nous gagnerions à une séparation de la synagogue et de l'État. Je voudrais, puisqu'on fait la sémantique, je voudrais quand même dire qu'on a parlé beaucoup d'Europe, Union européenne, etc. Je crois qu'il ne faut pas confondre et jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'il faut surtout parler
quand on parle de nos ennemis, parce que ce sont nos ennemis, l'Europe de Bruxelles, c'est nos ennemis. Et l'Europe de Bruxelles, ce ne sont pas les Européens. L'Europe de Bruxelles, ce sont des mondialistes. Et je pense qu'il y a une différence grande à faire là-dedans. Parce que nos ennemis, les médias, les oligarchies, etc., font justement le lien et superposent Europe et Union européenne, Europe de Bruxelles, etc. Or, je crois, et d'ailleurs, les Ukrainiens et les Russes sont aussi des Européens. Vous avez parlé tout à l'heure des Européens. Je crois que ça, c'est une chose. Alors ça, qu'un léger rapport avec la réunion de ce soir. Et je voudrais donc maintenant vous demander une précision, parce que je m'intéresse beaucoup aux nationalistes, aux identitaires, et à la crise ukrainienne. On a soutenu les Ukrainiens quand ils luttaient contre les oligarches, en prévenant nos amis qu'il y avait quelques années auparavant, il y avait des révolutions oranges, et qu'il fallait faire très attention de savoir qui était derrière les fameux révolutionnaires. Et je voulais vous poser une question, parce que vous êtes beaucoup plus savant que moi dans ce domaine. On a prétendu que le premier secteur, les dirigeants et les principaux combattants avaient combattu quelques années auparavant avec les islamistes en Tchétchénie. Donc je voudrais avoir cette précision qui me paraît quand même d'une certaine importance si pour nous, identitaires ou nationalistes, français ou européens, avons à prendre parti pour l'une ou l'autre des partis. Je crois que vous avez raison, mais je n'ai pas d'informations, contrairement à ce que vous dites de manière très généreuse, je n'ai pas d'informations exactes, mais il y a effectivement cette information qui a beaucoup circulé dans les médias russes, qui concerne une personne en particulier qui aurait effectivement combattu avec les Tchétchènes et qui aurait même appelé à ses anciens camarades tchétchènes de venir leur donner un coup de main à Kiev. Je suis 1000 fois d'accord avec vous qu'il faut soigneusement distinguer l'Union européenne et l'Europe. Mais je ne pense pas avoir commis cette faute. Si j'ai parlé des dirigeants européens, c'est bien exact, ce sont les dirigeants européens. Mais personnellement, je n'emploie jamais le mot Europe pour désigner l'Union européenne. Oui, alors maintenant, écoutez, je vous propose qu'on arrête la réunion pour le moment. On va passer au cocktail dînatoire pendant environ 3 quarts d'heure à peu près. Et puis nous pourrons reprendre cette discussion parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont encore des questions à poser.